Bonsoir à tous. Je suis devant vous ce soir pour vous parler de gestion d'erreurs en Node.js. C'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur et que j'ai jamais eu le temps d'aborder autant que j'aurais voulu. Et puis il se trouve que j'ai décidé de prendre des vacances de Noël. Et puis comme je suis geek, j'ai pas réussi à rien faire. Donc je me suis dit je vais publier un package NPM. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mes vacances, c'est à peu près comme ça que je les ai terminées aussi. Du coup, on va parler un peu de gestion d'erreurs. On va commencer par parler de base, sans aborder du tout ma bibliothèque. Et on verra ensuite jusqu'où on peut aller. Donc, déjà, en Node, pour envoyer une erreur, l'un des mécanismes de base, c'est d'utiliser throw, que vous connaissez sûrement. Spécificité, on n'est pas obligé de throw une classe, on peut throw un peu tout ce qu'on veut. Et donc, si on exécute du code comme ça, en fait, on a une erreur qui n'est pas très claire, mais à un moment, on sait que le programme s'est arrêté et puis qu'on a balancé ce truc-là. Donc, ce qui est intéressant derrière un throw, c'est quand même de pouvoir attraper cette erreur à un moment ou à un autre. Donc, pour ça, on utilise un try catch. Donc, c'est assez proche. Simplement, on protège notre appel dans un try catch et quand on va exécuter ça, rien de bien extraordinaire, on récupère proprement notre erreur et ce coup-ci, on n'a pas craché. Par contre, c'est quand même bien d'avoir des informations plus précises sur notre erreur. Et l'un des bons trucs pour ça, c'est d'utiliser la classe qui s'appelle error. Donc, simplement, elle se construit avec un message d'erreur. Et si on fait la même chose, on va avoir un message un peu bizarre qui s'apparaît. On ne sait pas trop pourquoi il y a des crochets. On va en parler. Donc, justement, le bordel de l'affichage. Est-ce que vous avez déjà essayé d'afficher des erreurs en Node et en JavaScript en général? Il y a au moins 3 affichages différents. Si vous essayez de loguer l'erreur telle que, si vous essayez de transformer l'erreur en la castant en string, et puis si vous essayez d'afficher sa style. Si on exécute ce truc-là, on obtient un truc comme ça. Dans le premier cas, on a des crochets bizarres autour de l'erreur. Dans le deuxième cas, on ne les a pas. Et puis dans le dernier cas, on a toute la stack. Donc là, mes styles sont un peu coupés. Je les ai prévus pour une résolution un peu plus grande. J'espère que ça ne va pas trop poser de problème par la suite. Ensuite, pour les autres erreurs, on trouve beaucoup en Node de l'asynchronisme. Et la norme en asynchronisme, c'est de dire que nos fonctions asynchrones, elles prennent un premier argument qui est l'erreur, et ensuite le résultat. Donc ce qu'on fait toujours pour gérer l'erreur, c'est en première ligne, on teste est-ce que j'ai une erreur. Si oui, on traite cette erreur, et on termine. Et dans tous les autres cas, on va traiter le résultat qui va être dans le deuxième argument. Il faut éviter autant que possible de faire du multi-argument. Donc l'idée, c'est si vous avez quelque chose qui prend deux objets comme ça, c'est 2 arguments comme ça, c'est pas forcément super Node, et le mieux ce serait de wrapper ça dans un objet. Donc typiquement d'avoir juste un res avec res.header et res.data. Donc ensuite, un truc qu'on trouve assez souvent, c'est les promesses. Donc pour les promesses, on est toujours à peu près dans le même genre d'idée, sauf que ici on a notre fonction asynchrone, et on a la possibilité d'attraper l'erreur dans le deuxième callback de zen. Ici, je dis que je ne m'intéresse pas au cas où tout avait bien été, et de traiter notre erreur ici, ou alors d'utiliser un raccourci qui est .catch plutôt que de mettre le nul. Un autre cas encore en Node, parce qu'on a tout un tas de cas, c'est les event emitters. Il y a beaucoup de classes dans Node qui sont des event emitters, notamment stream, les domaines, HTTP serveur, les requêtes, donc server request, si mon souvenir est bon, etc. Donc ça, c'est super important aussi de savoir les gérer. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un event qui est assez spécial sur les event emitters, c'est si vous faites emit error et que vous n'avez pas mis un listener sur cette erreur, en fait, ça va cracher votre programme. Là, ça se voit bien. En fait, si j'exécute ce petit bout de code, au moment où je vais imiter mon erreur, Node va se rendre compte que nulle part j'essaie d'attraper cette erreur en faisant un error et ça explose. Donc, à un moment, il faut gérer ça. Donc c'est pas très compliqué, on rajoute un listener, et si on exécute la même chose, tout se passe bien. Donc là, on commence à avoir une idée déjà de comment on fait pour gérer tous les types d'erreurs qu'on va rencontrer en Node.js. On va parler d'un truc qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Je pense que dans un bon système de gestion d'erreurs, on doit avoir des erreurs qui arrivent les unes des autres, de telle sorte à pouvoir attraper les erreurs par catégorie ou de toutes sortes de façons. Donc l'idée, c'est de pouvoir distinguer les erreurs entre elles, sans faire des matching ou des réglages sur le message d'erreur, parce que c'est pas très joli. Pouvoir les regrouper potentiellement en catégories, donc se dire tout ça c'est des erreurs HTTP, tout ça c'est des erreurs de base de données. Et enfin,
simplifier le retour des serveurs. Problème. Bon, on va peut-être faire avec. Donc ici, on a ce cas ici où ça a l'air assez simple. Je fais une fonction myError, j'hérite, je fais donc ce qui va servir d'objet. Je décide que myError va hériter de la classe error. Et puis ici, si j'essaye de loguer console stack, enfin l'erreur que je viens de créer, ça stack, il n'y a rien du tout. C'est génial. Pourquoi? Ah, j'aimerais bien le savoir. Donc ça, je pense que c'est des vieux héritages d'ECMAScript, et donc il faut les contourner. Donc en V8, on a une méthode qui s'appelle capture stack trace, qui se trouve sur la classe d'error, et on a la possibilité du coup d'appeler capture stack trace avec l'instance de notre erreur et son constructeur. Et si on fait ça, miraculeusement, quand on va réexécuter ce code-là, et ben là, on a récupéré notre stack. Problème, j'ai pas de message d'erreur, on a juste écrit error. C'est génial. Et puis, pourquoi error alors que c'est une myError? Génial aussi. Donc, là, il va falloir aller un peu plus loin. Donc, première chose qu'on commence par faire, c'est récupérer le nom, donc via le constructeur, et récupérer le message. Pourquoi c'est pas le constructeur d'error qui fait ça? C'est pareil, qui sait. Et capturer la stack. Et là, tout de suite, on a une erreur qui est beaucoup plus claire, avec le nom de l'erreur et le message. Ça commence à ressembler à quelque chose, on commence à se dire, ah là, j'arrive à faire des erreurs qui servent à quelque chose. C'est bien. Donc ici, si on veut faire un truc en browser, parce que ça peut être intéressant, juste quelques types, error capture stack trace, ça existe sous V8. Donc si vous êtes sous Firefox ou d'autres navigateurs, vous n'avez pas forcément cette chose-là. Donc vous pouvez faire un petit polyfill qui est assez simple, qui consiste à créer une erreur normale à l'aide de votre message, et ensuite de recopier dans l'erreur qui vous est passée en argument qui est la vraie, la stack et le nom. C'est très très pratique. Ce truc-là, ça marche assez bien. Ça permet de s'y retrouver. Donc normalement, on devrait voir le résultat, mais la slide est strippée. On va faire confiance, ça marche. Il y a juste 2 lignes en trop dans la stack trace parce que on a rajouté ce petit trick qui crée une erreur au milieu. Et après, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez pour les cacher. Donc, ce qu'on voudrait, c'est un peu unifier le rendu de toutes ces choses-là. Donc, le problème qu'on a, c'est là, quand on affiche ces erreurs-là, ils ont plein de tronches différentes. On avait vu, il y avait des crochets, il y avait tout ça. Et donc, là, typiquement, si j'exécute ce bout de code, donc il manque le console log en fait. Mais l'idée, c'est si j'exécute ce bout de code-là, je me dis, je vais peut-être étendre toString pour pouvoir essayer d'avoir toujours le même rendu. Et donc, si je retourne ThisStack, là, on va se rendre compte que JS, c'est encore notre ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai une stack qui fait 18 929 lignes. C'est très pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, Groom, c'est encore, comme d'habitude. Et ensuite, il faut se demander ce qui se passe. Et en fait, c'est encore une vieillerie de JS, mais quand on appelle toString, en fait, si dedans vous accédez à r.stack, r.stack va rappeler toString récursivement parce que c'est comme ça que la stack récupère le message. Donc du coup, vous créez une jolie boucle récursive qui ne se voit pas. Donc on peut hacker ça. L'idée c'est de dire, si on n'est pas en train de faire un rendu, alors on dit qu'on passe en mode rendu, on retourne à stack, ça va nous appeler récursivement, on repasse rendering à false et on retourne le message. Et là, ça marche à peu près. Donc tout de suite, quand on essaye de faire ça, on n'a plus une stack immense, on a un truc qui ressemble à quelque chose. C'est quand même cool. Donc là, du coup, si jamais j'exécute le même code que tout à l'heure, où je fais tous mes console logs différents, et que j'exécute ça, échec, merci Node, mais sinon, au moins déjà, quand je casse un string et quand je sais la stack, j'ai déjà tout le temps la même chose. Ça, c'est cool. Donc ensuite, c'est pas très compliqué en fait de régler le problème du premier cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que console log, quand vous lui passez un objet, si cet objet a une méthode qui s'appelle inspect, il va appeler cette méthode pour décider comment est-ce qu'il doit afficher cet objet. Et en Node, la méthode inspect sur error par défaut, elle met des crochets autour et elle retourne le message. Donc c'est pour ça qu'on avait ces crochets bizarres. Donc l'idée, c'est sur nos erreurs, on va dire, on remplace inspect par notre toString. Et en faisant ça, miracle, on a 3 fois la même chose. C'était compliqué. Donc maintenant, on a des héritages corrects. C'est super. Mais en fait, ce qu'on aimerait, c'est aller plus loin. Parce que RStack, ça pèse super lourd. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez pas mal d'objets en erreur en RAM,
ben, derrière la stack, à chaque fois que vous appuyez à ce point stack, ça vous fait un rendu sous forme de string, mais en fait l'erreur, elle retient la totalité de la stack, probablement dans un format RAM-C avec toute la call stack, et ça pèse assez lourd. Donc du coup, c'est bien si on arrive, ce serait bien de réussir à se débarrasser de la stack rapidement. Ensuite, nos erreurs, elles manquent de sémantique. Pour l'instant, il y a des erreurs qui correspondent à des choses qui ne sont pas bien et qu'a fait le développeur avec notre API potentiellement. Il y a des erreurs qui correspondent à des entrées qui ne sont pas bien que nous a donné l'utilisateur. Toutes ces choses-là, on a par exemple dans du HTTP sur une API REST plus ou moins intuitivement grâce au code d'erreur 404, 500, etc. Et ben on les retrouve nulle part. Donc on aimerait bien pouvoir récupérer ça. Les messages d'erreur, c'est sympa de pouvoir les internationaliser parce que quand on répond à un turc, un truc en anglais, il ne comprend pas forcément. Ce serait bien de pouvoir avoir des assertions un peu pratiques et enfin avoir des erreurs vraiment lisibles. Donc là, en fait, j'ai développé R3 pour vous fournir déjà tout ce que je vous ai présenté avant en héritage, etc., un petit peu plus in the box, et puis quelques features en plus qu'on va détailler. Donc déjà, avec R3, créer une erreur, c'est très simple. R3 vous retourne une fonction, vous l'appelez avec le nom de l'erreur que vous voulez créer. Potentiellement, vous mettez un beautifier dessus pour dire qu'il faut la rendre joliment, plutôt qu'avec une stack qui ressemble au stack normal. Cette erreur, vous pouvez la créer tout à fait normalement avec un message, et si on log ça, on a un truc qui ressemble à quelque chose. Voilà, donc là, j'ai mon message. Par défaut, mon erreur a récupéré un code sémantique 500 que je peux éditer. On voit bien le bon nombre d'erreurs qui s'affichent ici. On a ici un petit exerce du fichier autour de l'endroit qui a sauté pour qu'on voit un peu ce qu'il y a dans le fichier, qu'on s'y retrouve plus facilement. La taille de l'exerce est entièrement customisable. Si vous mettez plus de lignes, plus d'avant, plus de lignes après, vous pouvez. Bref, vous pouvez faire joujou assez facilement avec ça. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi créer vos erreurs en passant votre propre constructeur pour pouvoir changer la façon dont ça fonctionne par défaut au cas où vous ayez besoin, donc c'est pas compliqué. Au lieu de filer une string, vous faites une fonction nommée. J'insiste, si elle n'est pas nommée, ça va planter. Il y a une assertion que ça va vous taper dans la gueule très vite, mais il faut le savoir, parce que si elle n'est pas nommée, moi je ne peux pas vous mettre le nom de l'erreur, donc c'est pas pratique. Donc moi je le check. Et donc voilà, c'est pareil, si on exécute ça, ça marche toujours très bien. Et c'est quand même important. Ces erreurs, il y a pas mal d'autres options qu'on peut passer. Par exemple, on peut changer le code sémantique par défaut, qui sera valide pour cette classe et toutes ces classes enfants, à moins qu'on le réécrase. Et on a l'héritage qu'on s'attend, c'est-à-dire qu'ici, si je crée une sous-classe simple error qui étend simple error, là on voit que c'est vraiment facile à faire, c'est juste le deuxième argument pour définir quelle est la classe parente. Et une fois que je vais exécuter ça, on voit que tous les héritages sont bons, à savoir mon erreur sub-simple error, c'est bien une sub-simple error, mais aussi une simple error. Mon erreur de base qui est exportée par ma bibliothèque, et aussi une erreur JavaScript classique. Donc aussi, je me disais, c'est quand même vachement bien d'avoir un peu d'internationalisation. Et donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est, moi je vous ai fait un handler de message qui utilise 18next, mais vous êtes libre de changer, de mettre la bibliothèque qui vous plaît, ou un code custom si vous voulez. Et donc là, j'initialise un peu à la Crado avec un store en dur, mon 18next avec des chaînes. Et donc je dis, tiens, mon erreur, maintenant elle va utiliser mon message handler 18next auquel je file une instance 18next correctement initialisée. Et quand je vais exécuter ça, bien simplement, ici on voit qu'à la place de passer, quand on crée mon erreur, au lieu de passer tout un message complexe, je vais juste lui passer la référence à mon nom, à mon message, et ici, par exemple, des données, je peux passer derrière, et il va automatiquement me faire appliquer le message en remplaçant les données tout comme il faut. Donc ici, par exemple, c'est un message pour moi. Ok ? C'est assez simple à faire. On peut aller plus loin, il y a tout un système de namespace. Là, on ne voit pas tout à fait tout le code, il est coupé, mais l'idée c'est que vous pouvez passer un premier argument encore à new, qui est le namespace de votre erreur pour les namespacer différemment. Et en fonction de votre namespace, il va trouver le bon message d'erreur automatiquement. Et ça va plus loin, c'est si vous êtes en prod, il va vous afficher les messages d'erreur simples. Et si vous êtes en dev, il est capable d'aller vous récupérer des données qu'il va jeter à la création de l'erreur, qui sont des données développeurs. Donc par exemple le mot de passe. Et donc ici, si j'exécute du code avec Nodenv en production, je vais récupérer un message spécialisé dev, donc qui va être celui-ci, ça se voit, et donc avec un mot de passe derrière. On l'a vu, with password, alors que quand on est en production, il va stripper ça et il va utiliser juste les données qu'on veut exposer.
Vous avez la possibilité avec la bibliothèque de dire que vous voulez rendre belles même les erreurs qui ne viennent pas de la bibliothèque, c'est-à-dire toutes les erreurs JavaScript en général. Donc pour ça, vous utilisez onErrorTrue. Personnellement, pour l'instant, ma bibliothèque elle est un peu jeune, donc je vous conseille de mettre onErrorTrue si vous n'êtes pas en prod, on ne sait jamais. Même si je pense que c'est assez safe pour l'instant, voilà, enfin, mettez un petit switch, c'est facile. Et l'avantage, c'est que là, du coup, si je log une erreur classique, eh ben, elle est propre. Voilà. Donc, possibilité d'utiliser le Beautifier sur toutes les erreurs JavaScript. Les assertions, j'en parlais tout à l'heure. Vous avez la possibilité, au lieu de mettre if mon test, alors throw new error, d'écrire le nom de votre erreur, .insert, votre condition et tous les arguments que vous utiliseriez pour recréer votre erreur. Et ça vous fait gagner 2 lignes, 3 lignes en fonction de vos cas. Ça peut être sympa. Donc voilà, là on voit que si je fais un assert true, bah, ça ne va pas foiler. Par contre, sur le assert false, il m'annonce une jolie erreur en me disant bah tiens, c'était là que tu as fait ta merde. Et avec une stack qui est jolie. J'ai aussi un uncode exception handler, donc la possibilité dans la bibliothèque d'attraper toutes les uncode exceptions pour les rendre plus jolies. Si vous avez déjà un mécanisme qui fait ça, surtout activez pas cette option. Et derrière, ça permet quand même d'avoir un truc qui ressemble plus à quelque chose à ce moment-là. Voilà, parce qu'on avait vu juste avant qu'on avait un truc bizarre en haut quand on avait des uncode exceptions qui étaient ajoutés automatiquement par node, et tout ça, c'est pas forcément super joli. Donc bah, c'est quand même sympa à custom un peu pour avoir quelque chose qui soit plus lisible. Vous pouvez accéder à la stack sous forme parsée, qui est stockée dans les erreurs. Donc vous avez un truc qui s'appelle parseStack. Et si on affiche ça, on se rend compte que vous avez un joli tableau avec toutes les lignes de stack, avec toutes les informations que vous pouvez accéder direct en JS, plutôt que de vous embêter, essayer de parser la stack, c'est déjà tout fait. Et puis bah, je suis arrivé au bout de ma présentation. J'espère que ça vous a plu. C'était Steve. Oui, bon, merci pour la présentation. Moi j'avais une question au tout début, c'est pas vraiment sur la gestion des erreurs, mais tu as cité que, je crois que c'est quasiment la première slide, d'éviter d'avoir deux paramètres, et de plutôt mettre un objet, et en fait j'avoue je comprends pas pourquoi, je vois pas c'est quoi le problème que ça peut poser. Ça doit être par là en effet. Oui, j'ai déjà vu dans des livres, etc. Alors oui, ça se fait, typiquement ça se trouve dans request. Le problème c'est que c'est assez peu compatible avec les promesses quand on veut promessifier simplement, et le mieux c'est quand même de toujours s'en tenir à quelque chose de bien normalisé quand on veut faire de la gestion d'arguments. Après, si vous voulez mettre des wrappers automatiquement autour de ces fonctions pour catcher les erreurs et les traiter de façon spécifique, il faut toujours se demander est-ce que j'ai plus d'arguments, les rattraper et les gérer, alors que si tout le monde fait tout le temps la même chose, il n'y a qu'un argument, on sait, c'est assez facile de wrapper toutes ces fonctions callback, etc. Donc c'est pas une obligation, mais c'est un mieux. Aussi au niveau des promesses, ça sera mieux se gérer. D'accord, ok, merci. Tu parlais d'un problème de mémoire. Est-ce que Talib résout ce problème? Tout à fait, en fait la stack de base elle est jetée à la poubelle dès que possible, donc moi je fabrique la parseStack et juste après je jette la stack normale et je la remplace par juste une string, qui est la string Beautify. Ça y a une question devant. On va prendre encore une, on est un peu pressé par le temps. Toute petite question con, savoir un navigateur? Pas encore, mais j'aimerais bien stripper tout ce qui n'a aucun rapport avec Node et faire une version navigateur dans un second temps. Bon bah merci beaucoup.